Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude. La radio des lycéens. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes de cette émission. Seul avec Antoine, Nathan ne nous a toujours pas rejoints. Alors on commence tout de suite avec les infos du potager. Il commence ce jeudi, le jour où on diffuse. Et ça sera maintenant tous les mardis et jeudis de 12h30 à 13h15. Alors, venez nombreux. Et on embraye immédiatement avec la chronique Histoire. La semaine dernière, je vous avais promis la colonisation, mais il faut d'abord que je finisse l'Europe, et ensuite nous aurons les 3 dernières émissions consacrées à la colonisation. J'avais donc oublié la Commune de Paris, qui a lieu dans l'année 1871. Peu avant, le Second Empire vit ses dernières heures. Il est achevé le 4 septembre 1870, après la défaite du 1er septembre. C'est la proclamation de la République, mais qui est encore très faible à cette époque, car les démocrates étaient encore très sporadiques. La Commune de Paris résulte, elle, d'un élan républicain. Paris a subi auparavant un siège très dur par les Allemands, qui a duré plus de 4 mois, et la ville est affamée et appauvrie. Le gouvernement, alors, ne représente que des ruraux qui se moquent de ce qu'il se passe à Paris. La France est de plus humiliée, car elle est obligée de demander un armistice à l'Allemagne. La population parisienne est à cette époque constituée d'une forte minorité ouvrière. En effet, 440 000 sur 1,8 million d'habitants sont des ouvriers et ils se connaissent tous car ils sont réunis en international. Passons donc à la chronologie même de l'événement. Le 17 mars, le gouvernement, inquiété par la menace qui gronde, lance une tentative pour désarmer les Parisiens, dont l'armée compte alors 227 canons répartis entre Montmartre et Belleville. Il possède de plus de 500 000 fusils. Le 18 mars, l'armée s'empare des canons, mais du fait qu'il n'y ait pas assez de chevaux, l'expédition prend du retard. L'armée finit par fraterniser avec la foule, c'est le début de la Commune. La moitié de la population fuit vers Versailles. La plupart sont des riches vivant à l'ouest de la capitale. C'est ainsi qu'aux premières élections de la Commune, l'Assemblée est majoritairement jacobine, c'est-à-dire de gauche. Une gauche radicale, voire autoritaire. Mais le gouvernement ne va pas se laisser faire et fuit à Versailles. Il va alors organiser la lutte contre la Commune. Avec l'aide des Allemands qui relâchent plus de 60 000 prisonniers, et il va réunir jusqu'à 130 000 soldats pour reprendre Paris. Contre une commune qui ne compte comme armée qu'une garde nationale, qui devrait compter plus de 194 000 personnes, mais qui est sous-entraînée et donc elle n'a vraiment pour disposition que de 30 000 hommes. Le 21 mai, les Versaillais sont aux portes de la ville. Ils se sont alors emparés de tout les forts qui l'encerclent. Va alors commencer une répression par des exécutions sommaires, même si à l'époque ils avancent le chiffre de plus de 30 000 tués. En réalité, il y a seulement, si je puis dire, 6 000 et 7 500 morts, et nous avons par la suite plus de 10 000 condamnations, la plupart du temps au bagne, et le plus souvent en Nouvelle-Calédonie, alors toute nouvellement colonisée. En 1880, une amnistie sera déclarée et toutes les personnes punies pour la Commune seront relaxées. Après cette période, c'est le programme d'histoire de première qui reprend la main, c'est pourquoi nous allons nous arrêter ici pour l'histoire française. La prochaine fois, nous verrons donc la colonisation. On passe désormais à la chronique épistémologie d'Antoine. Vas-y Antoine. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un nombre très connu en mathématiques, déjà connu par les Grecs de l'Antiquité, à savoir le nombre d'or, ou la lettre grecque phi, comme je vais l'appeler désormais. Phi peut être défini de plusieurs manières. C'est l'une des solutions de l'équation x carré moins x moins 1 égale 0. L'autre solution étant l'opposé de l'inverse de phi. Cela lui donne des propriétés remarquables, comme l'inverse de phi est égal à phi moins 1, ou le carré de phi est égal à phi plus 1. Son écriture exacte est 1 plus racine de 5 sur 2. Vous verrez ça quand vous ferez les déterminants et tout ça en première S, si vous faites première S. Les Grecs pensaient qu'un rectangle dont le rapport des longueurs des côtés serait égal à phi serait parfait et est appelé un rectangle d'or. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, il me semble que c'est au Parthénon. Tout à fait. Si on enlève un carré le plus grand possible d'un rectangle d'or, donc de la longueur du plus petit des deux côtés, on obtient un autre rectangle d'or. On retrouve souvent phi dans la nature, car quels que soient les deux terminaux d'une suite,
Si le terme suivant de cette suite est obtenu par la somme des deux termes précédents, alors le quotient de deux termes consécutifs de cette suite converge vers phi. La plus connue de ces suites est la suite de Fibonacci qui commence avec les termes 1 et 1. Ensuite on a 2, 3, 5, 8, etc. Et c'est assez simple à calculer. On appelle triangle d'or un triangle dont les longueurs de deux des côtés sont égales à phi et la troisième à 1, donc c'est un triangle isocèle. Et triangle d'argent, un triangle qui a deux côtés de longueur 1 et un côté de longueur phi. On a montré qu'on pouvait paver le plan avec des triangles d'or et d'argent, c'est-à-dire mettre plein de triangles d'or et d'argent partout, et qu'après il ne reste plus de trous, et sans qu'il existe le moindre pattern de pavage, ce qui est assez remarquable. En répétant plusieurs fois l'histoire du rectangle d'or auquel on enlève un carré en traçant des cartes de cercle, etc., on obtient une bonne approximation de la spirale d'or que l'on retrouve dans certaines fleurs comme le tournesol. Bref, le nombre d'or est partout, pour peu qu'on le cherche un peu. Merci Antoine. On passe maintenant à la nouvelle chronique. Alors apparemment, la musique vous a énervé, alors on va essayer d'en trouver une autre. Et le nom n'était apparemment pas extrêmement bien. Donc on va chercher un nouveau nom. Mais voilà, aujourd'hui nous allons parler de Zoroastre. Vous ne savez sans doute pas qui c'est. On l'appelle aussi Zarathustra. Peut-être que ça va rappeler certains souvenirs à quelqu'un. Mais bon. Commençons donc par voir quand il a vécu. Eh bien justement, c'est ça qui est le plus difficile à définir chez lui, car c'est très contentieux, litigieux. Les Grecs disent qu'il a vécu en moins 6000 avant Jésus-Christ, mais ils sont très influencés par les cycles de 3000 ans de la mythologie grecque. Jusqu'ici, les experts s'accordaient, et les traditions aussi s'accordaient à dire qu'il avait vécu entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais certaines nouvelles expertises tendent à le faire vivre plutôt vers l'an 1000 avant notre ère. Ou, eh bien, il serait né en Bactriane, au nord-est de l'ancienne Perse, dans l'actuel Afghanistan. Qui, enfin? Eh bien, c'est un prophète qui est fondateur d'une religion qui s'appelle, vous le devinerez, le zoroastrisme. Mais quelle est cette religion? Eh bien, c'est la toute première religion monothéiste de l'histoire. Vers 30 ans, le Zoroastre a eu la révélation d'Ahura Mazda, un des dieux du panthéon perse, qui lui révèle être le seul dieu, le plus grand. Il lui raconte la lutte entre le royaume de la lumière et des ténèbres, et lui révèle l'importance du feu sacré qui reste toujours allumé, symbolisant la sagesse éternelle. Cette religion va enseigner l'humilité et la bonté. Elle peut se résumer, selon leur dire, en 3 mots, que l'on traduit par bonne pensée, bonne parole et bonnes actions. Cette religion de paix est aussi marquée par l'importance d'un clergé très puissant, que l'on nomme les mages. Ils interprètent au moyen de sacrifices la volonté divine. Cette religion va avoir un impact très fort. Elle va devenir, 200 ans après Jésus-Christ, la religion officielle de la Perse sassanide, qui veut marquer une rupture avec l'hellénisme apporté par Alexandre le Grand. Elle va aussi inspirer les autres monothéismes. Par exemple, on retrouve sa trace dans la Bible, notamment les rois mages qui viennent donner une offrande à Jésus marquent ainsi le symbolisme de l'ancien monothéisme qui encourage le nouveau. Vous pensez peut-être que cette religion s'est éteinte? Eh bien non. Aujourd'hui, 100 000 personnes sont encore adeptes de ce culte et c'est assez remarquable car il n'y a aucun prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de convertir de nouvelles personnes. On est zoroastrien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on passe désormais au problème de maths d'Antoine. Donc pour la réponse au problème de la semaine dernière, y égale racine de moins x carré plus x moins 5 est un demi-cercle, car moins x carré plus 6x moins 5, car moins x carré plus 6x moins 5 est égal à moins x moins 3 au carré, moins x moins 3 au carré, moins 2 au carré, d'où on a y carré plus x moins 3 au carré égale 2 au carré, ce qui est l'équation du cercle de rayon 2 et de centre le point moins 3, 0. Pour le problème de la semaine, vous avez un seau de 5 litres et un seau de 3 litres. Vous pouvez remplir les seaux, transvaser l'eau d'un seau à l'autre et vider l'un des seaux. Votre but est d'avoir 4 litres dans le seau de 5. Amusez-vous bien. En effet, ça va être super drôle. Bien, alors vous l'aurez remarqué, c'est la fin de cette émission, puisqu'il n'y a toujours pas Nathan et nos chroniques habituelles ont été faites. Nous avons publié un jeudi aujourd'hui, car le lundi était férié, mais la semaine prochaine, tout reprend
le lundi comme d'habitude. Alors on se dit à très vite et surtout avec Nathan sur Lycée Altitude. la radio des lycéens.